Pour débuter cette journée et introduire la conférence à venir de Karen Sadlier, je souhaitais vous plonger dans un autre quotidien, celui des familles vivant dans la violence conjugale. Pour cela, je vais emprunter les mots de Christophe Levaux, écrivain belge, qui dans son ouvrage « Baisse ton sourire » nous relate certains souvenirs de son enfance. J'ai parlé à Sophie de ma vie d'avant. Je lui ai expliqué l'adolescence morose, les foirages amoureux ou mon père plein de bile. Il y avait eu cette fois où il était entré à la maison en puant la fureur comme jamais. On l'avait senti de suite ce jour-là, qu'on n'allait rien pouvoir faire d'autre qu'attendre que tombe le couperet. Qu'il lui lâche une vacherie à la mère, parce que c'est ce qu'il faisait dans ces moments-là, s'en prendre à sa mégère. C'est ainsi qu'il la voyait alors, telle une tortionnaire, une harpie qui l'enfermait dans une vie mesquine qui ne lui rendait aucun des efforts qu'il déployait pour s'en émanciper. Et dire que pendant qu'il se crevait la paillasse, elle allait jouer à la Madeleine chez le curé, puis à la Lady au village. Sauf qu'elle pouvait de suite arrêter de péter par-dessus son cul à l'épicerie si c'était pour faire une soupe aussi dégueulasse. Elle goûte la flotte, ta soupe, il avait persiflé. Elle est brûlée, c'est de l'eau bouillie. Et tant qu'on y est, il avait ajouté, sans aucune transition, que la haine qui lui dégoulinait des lèvres, la chemise que tu m'as reprisée, il en agitait les manches tout à coup. Elle me pend encore partout, j'y flotte comme un gosse, il y a même des collègues qui m'ont appelé simplet. Toute la journée, je me suis fait emmerder, il avait dit. Toute, moi qui dis oui à tout ce qu'on me demande sans jamais moufter. Ah, mais ça, il n'y a jamais personne pour me remercier. Personne, même pas elle. Ne serait-ce qu'avec un peu d'épices ou un cube de bouillon. Sans doute que madame était trop occupée à risquer son chapelet de merde, il avait lancé. Chapelet de merde, il avait répété. Et Dieu de con, il avait ajouté. Mais rien pourtant ne semblait l'atteindre, ma mère. Même Dieu de con. Tellement elle était immaculée. À un tel point qu'il y aurait bien craché du vrai fiel à la gueule pour voir si ça aurait entaché sa pureté. Et voilà qu'elle se mettait à sourire, la mégère. Et ce sourire lui faisait comme un coup de poing dans l'estomac au vieux. Un énorme coup de poing lancé de tout son poids. Il fallait qu'elle le ravale, son sourire. Vite, avant qu'il n'explose. « Baisse ton sourire !» il lui avait sommé du haut de ses 3 pommes. « Baisse-le ou c'est moi qui vais te le baisser !» Mais il avait suffi qu'il lui intime pour qu'elle sourie plus encore. Et bientôt grimace, un rictus abominable qui lui mangeait le visage entier. On ne voyait plus que ce monstrueux sourire de honte, de haine, de défi dans toute la pièce. Et moi, derrière, qui souhaitais le plus au monde du haut de mes 13 ans, lui crever les yeux à coups de cuillère au père, lui écraser la gueule à coups de bottes, de cailloux, de boîtes de conserve ou n'importe quoi qui serait passé entre mes doigts. Peut-être qu'il se la serait moins ramené alors avec le goût de sa soupe, le vieux, et qu'il aurait fermé son grand claque-merde la prochaine fois qu'il n'en aurait pas goûté l'assaisonnement. Mais je ne me faisais pas d'illusions. Je savais que ce serait moi qui finirais en miettes, si j'esquivais ne serait-ce qu'un geste en sa direction. Alors, c'est tout ce qui m'était venu, à moi, seul et minuscule devant eux. Devant moi, sur la nappe cirée, la casserole de bouillon fumait. Ce fut presque mécanique. Je les saisis par les anses et les levai, tremblant par-dessus ma tête, puis d'un coup, me la suis renversée dessus. Ça brûlait à crever. J'avais secoué mes cheveux et la soupe avait dégouliné comme de la lave sur mon visage. Je ne voyais plus rien, mais les cris s'étaient arrêtés. Merci. Je vais avoir donc le plaisir de maintenant accueillir Karen Sadlier pour sa conférence de cette matinée. Donc, Karen Sadlier, vous êtes docteur en psychologie clinique, spécialiste des enfants victimes de violences,
membre permanente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, la CIVIS. Vous avez co-dirigé la formation continue à l'école de la magistrature sur la question de la violence faite aux enfants dans le couple. Vous êtes aussi autrice de nombreux ouvrages que vous pourrez retrouver en consultation entre midi et 2 en extérieur. Je vais donc pouvoir vous laisser la parole, Karen. Et bonne conférence, merci. Merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invité ici aujourd'hui. Donc je remercie Savoie des femmes, je remercie aussi la ville et le préfet et pour cette très jolie accueil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez entendu déjà que j'ai un très fort accent et je suis originaire de New York, je suis en France depuis 30 ans, mais comme j'ai appris le français en tant qu'adulte, et vous allez voir, j'ai un accent à couper au couteau, je vais faire des erreurs féminines, masculines et subjonctives, et heureusement, on ne parle plus en passé simple, parce que là, j'avais besoin de regarder ChatGPT pour voir comment conjuguer la phrase. Est-ce que vous arrivez à me comprendre quand je parle? Ok, très bien. Et les collègues là sur la régie, je ne sais pas si vous pouvez baisser un petit peu une lumière qui est là, parce que là, je suis aveuglée. C'est toujours le problème quand on est sur l'estrade. Un peu? Quelqu'un de la régie est toujours là? Peut-être pas, ils sont en train de boire du café. Bon, ok. Et donc, on va parler ce matin par rapport à la question des enfants en situation de violence dans le couple et aussi et aussi la parentalité des auteurs et des victimes. C'est un grand sujet, je pourrais vous en parler pendant 3 jours, donc vous allez avoir là une concentrée et par rapport à ce sujet. Et vous êtes bienvenus à voir mon PowerPoint, vous pouvez les partager si Savoie des femmes veut les partager. La seule chose, c'est que vous aurez une version sans les dessins des enfants, c'est tout. Et, ok, donc si on peut partir sur le prochain diapo. Donc, comme vous savez, la première chose par rapport à la question de violence dans le couple, c'est faire des diagnostics différentiels entre conflit et violence. Et est-ce qu'il y a des collègues de protection de l'enfance qui sont là? Vous êtes où, protection de l'enfance? Et des collègues qui vont faire soit des mesures d'investigation judiciaire, soit des évaluations suite à une information préoccupante? Oui, ok. Donc pour vous, c'est ça la partie qui souvent va être la plus difficile. Est-ce que je suis dans une situation de conflit du couple ou de violence dans le couple? Et cette question est très importante parce que ces diagnostics différentiels vont impliquer des effets différents pour l'enfant et des manières différentes d'intervenir. Et quand on parle des violences dans le couple versus conflit du couple, les collègues en sciences politiques et les sociologues, et là je vous parle en international, vont vous dire qu'on est sur 2 systèmes de prise de décision qui sont différents. En conflit du couple, on est sur un système plutôt démocratique et nous pouvons être en désaccord et nous pouvons être en accord pour être en désaccord ou nous pouvons apprendre à négocier une solution ensemble. Et si vous pensez à l'Assemblée nationale, on pourrait être là dans un équivalent du conflit du couple. On va imaginer que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont un couple. Okay. C'est difficile d'imaginer, mais imaginons, il y a un petit coup de folie un jour. Et parfois, ils peuvent se mettre d'accord pour une question des lois. Et pour la France, on va dire que la France, c'est l'enfant. Et parfois, ils sont en accord pour être en désaccord. Mais ni Marine ni Jean-Luc est terrifié de voir l'autre personne. C'est quelque chose, on s'ignore. Mais il n'y a pas un aspect de peur et de terreur. Il y a une possibilité de pouvoir exprimer son point de vue. Et dans le conflit du couple, l'enfant va intégrer un système démocratique de prise de décision. Chacun a le droit d'avoir son point de vue et on a le droit de ne pas être d'accord. Mais on ne va pas terrifier l'autre si l'autre n'est pas d'accord avec moi. En violence dans les couples, les collègues en sciences politiques et sociologie vont parler plutôt d'un système dictatorial de prise de décision, dans lequel une personne, donc l'auteur, est plutôt en posture dictatoriale et va imposer son point de vue à la victime par tout moyen possible. Séduction, crainte, menace, passage à l'acte violent, exactement comme dans un pays où il y a un régime dictatorial. Si dans ce type de régime, et si on parle en sciences politiques, il n'est pas possible de les négocier. Si vous pensez à des pays avec des régimes dictatoriaux, on peut prendre plein d'exemples dans l'actualité, mais prenons une simple, l'Iran.
quand les jeunes sont sortis dans la rue, femmes de liberté, est-ce que les régimes allaient négocier avec les jeunes par rapport à un changement dans le cadre législatif? Non, la négociation n'est pas possible. Donc, les régimes vont répondre avec menaces, intimidation, violence. Et c'est dans ce type d'organisation-là qu'on va se trouver dans un contexte de violence dans le couple. Ce n'est pas juste les actes, les passages à l'acte violent, c'est tout un système de comment les décisions sont prises. Et si c'est pour les collègues qui peut-être sont moins à l'aise par rapport à cette question de diagnostic différentiel, il y a un outil qui s'appelle le PPP, qui est un outil développé par des Canadiens, et donc quelqu'un qui s'appelle Peter Jaffe, J-A-F-F-E, qui est un type de dieu sur l'Olympe par rapport à la question de violence dans le couple. Et je fais une traduction en français que vous pouvez trouver en chapitre 1 ou chapitre 2 des violences dans le couple, un défi pour la parentalité, qui peut-être est là sur le livre de choses à référencer. Moi, j'ai aucun problème si vous prenez une photo du PPP. Et ce n'est pas des questions à poser aux gens, c'est des questions plutôt à vous poser par rapport aux éléments que vous avez sur les dossiers. Et pour les collègues qui doivent monter les informations en autre décideur, comme le juge des enfants, ou peut-être il y a des collègues ici qui font des évaluations ou des écrits pour les juges des affaires familiales ou pour les juges en pénal, vous avez aussi le droit de ne pas savoir est-ce que c'est conflit ou violence, je ne suis pas sûre. Mais l'important, c'est pouvoir dire il y a des éléments qui me font penser que ça peut être conflit, il y a des autres qui me font penser que ça peut être violence, je ne suis pas sûre, il faut une évaluation ou un regard longitudinal répété, plus poussé. Et parce que, je commence à divaguer déjà, parce que si vous mettez conflit et violence comme synonyme, vous parlez de situations de violence dans le couple comme si c'était du conflit, tous les magistrats vont vous dire, et je sais par rapport à toutes les formations que j'ai pu animer pour les magistrats, que ça leur met en difficulté, ils ne peuvent pas motiver. Si tous les éléments de langage que vous utilisez sont basés sur du conflit, quand en effet c'est une situation de violence. Donc l'importance pour vous de dire, je pense que c'est violence dans le couple pour ces raisons, ou je ne suis pas sûre. Et ça donne aux magistrats des éléments pour après pouvoir motiver une décision ou des évaluations plus poussées. Ok. Alors, c'est pas grave. Donc, juste sur les cas de prise de décision dictatoriale, ça veut dire que les enfants en violence dans le couple sont socialisés sur l'idée, c'est comme ça que les décisions sont prises. Et il y a certaines études, plutôt en anglais, qui soulignent que les enfants en situation de violence dans le couple sont plus représentés chez les jeunes qui sont soit dans des gangs ou des bandes, ou bien qui entrent dans la radicalisation. Alors, il y a plein de variables pourquoi, mais une des variables que ces collègues soulignent, c'est que c'est le système de prise de décision vertical et dictatorial. Et donc, si c'est ça que l'enfant connaît, ça facilite d'entrer dans un système, gang, bande, groupe de radicalisation, dans lequel ça suit le même schéma. Donc, il y a des implications plus larges du point de vue social pour ces enfants. Ok, là, si on peut passer au suivant. Suivant. Alors, on sait que la majorité des enfants sont témoins oculaires auditifs de la violence dans le couple quand elle est physique ou verbale. On va parler après sur l'idée qu'il y a plusieurs formes de violence dans le couple, physique et verbale, et ils sont généralement au primaire âge. 80% des enfants sont témoins oculaires auditifs et souvent sont les seuls témoins oculaires auditifs. Et ici, dans cette situation, vous avez une petite fille qui va être côté gauche de l'écran, elle est tout petite là sur le côté, et elle va avoir une scène de passage à l'acte où c'est le père qui est l'auteur, comme dans la majorité des cas qu'on a sur les statistiques en national et en international sur plusieurs années, et la mère qui est victime. Et c'est un moment où la mère va dire qu'elle quitte les parents agresseurs après une énième passage à l'acte de violence. Vous savez sans doute comme moi que le moment d'annoncer une séparation et tout le temps autour de la séparation est un moment de grande dangerosité. Parce qu'on sait sur la psychologie des auteurs
qu'ils sont dans un besoin de contrôle et de possession de la victime. Et donc, l'idée que la victime va partir ou s'autonomise, les quitte, et ça va les angoisser beaucoup. Et donc, on a un très fort risque de passage à l'acte. Donc, ici, monsieur étrangle madame, et c'est un couple, je signale d'ailleurs, c'est un couple très bien inséré socialement, et monsieur est 4 sub, et madame est le médecin. Des années de violence, et où madame s'est soignée elle-même par rapport aux coups de blessures qu'elle pouvait avoir. Vous savez que les violences dans le couple existent dans toutes les couches sociales. Et ce que je constate sur les personnes avec lesquelles je travaille, que c'est compliqué, quoi que ce soit, pour qui que ce soit comme victime, mais plus on est dans une situation de famille très bien insérée socialement, plus compliqué ça peut être pour la victime de partir. Parce que c'est des dames qui vont me dire, je ne me vois pas chez l'assistante sociale polyvalente du secteur. Et parce que peut-être je vais tomber sur mes patients ou les personnes avec lesquelles je travaille dans la salle d'attente. Et en effet, j'ai des revenus. Donc parfois, l'assistante sociale polyvalente du secteur va dire, mais je ne comprends pas, vous gagnez très bien, pourquoi vous ne partez pas? Et comme vous savez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ici, on a un gros passage à l'acte avec un étranglement. La dame, elle va courir, elle arrive en bas, côté gauche de l'écran, et où monsieur va la jeter par terre, il met le coup de pied, elle arrive à se soulever, courir, il la jette encore par terre, encore le coup de pied, le coup, et cette dame va réussir à s'échapper par la fenêtre de la salle de bain. Et dans son cas figure, on va avoir plusieurs choses positives, parce qu'il y a un commissariat au coin de la rue, elle va directement, il y a clairement des marques de violence physique. Cette dame va avoir tout sur l'arsenal judiciaire qu'on a aujourd'hui, éviction du conjoint violent du domicile, une ordonnance de protection et une autorité parentale exclusive provisoire qui va lui permettre d'organiser des soins aussi pour les enfants. Raison pourquoi je vais voir la petite. Est-ce que vous pensez que cet enfant pourrait ne pas être affecté par la scène qu'elle vient de voir? Et c'est une scène, l'énième scène qu'elle a vue. Est-ce que quelqu'un peut penser qu'elle peut être indemne? Non, personne ne va me dire oui, elle peut être indemne. Ok, elle ne peut pas être indemne. Et si on peut passer au suivant. Et d'autant plus que les enfants sont affectés que 3/4 des passages à l'acte en violence dans le couple sont liés en question parentale et pas en question conjugale. Alors, une fois que le couple a des enfants, la majorité des passages à l'acte violents vont être liés en question de parentalité, pas de conjugalité. Et ça va avoir avec la psychologie de nos auteurs. Quelqu'un ici travaille avec les auteurs, spécifiquement sur un asso, SPIP, vous êtes un collègue qui est auteur, non, vous voulez, quelqu'un des hommes lève les mains timidement. Okay. C'est un travail très difficile et je vous dis bravo pour le faire parce que c'est pas facile. La psychologie des auteurs est très spécifique, on a énormément d'études en criminaux et autour, et on va voir qu'une des marqueurs chez les auteurs, c'est qu'ils ont tendance à avoir un discours très paradoxal, très contradictoire. Ils veulent une chose et son contraire. Donc vous savez que dans une situation paradoxale, on ne peut jamais répondre de façon satisfaisante à la personne. Alors on peut tous faire une communication paradoxale, tout le monde le fait. Marqueur chez une personne violente, c'est qu'ils sont répétés, c'est redondant. On trouve la même chose chez certains parents maltraitantes. Et dans ces communications paradoxales, sur la conjugalité, souvent la victime va essayer de ménager les chèvres et les choux le mieux qu'elle peut. Donc je donne chaque fois dans les conférences l'exemple d'une dame qui, monsieur voulait qu'elle s'habille de façon très sexy pour lui. Donc il voulait qu'elle porte des mini-jupes vraiment ras les fesses. Donc ça c'est une demande. Mais simultanément, il ne voulait pas que les autres messieurs la regardent. Donc, quand il sortait au marché le dimanche, le samedi, madame mettait les mini-jupes, comme monsieur souhaitait, mais aussi devrait gérer le fait qu'il ne voulait pas que les autres messieurs la regardent. Et donc, elle mettait les mini-jupes avec une grosse ampère, et quand c'était uniquement monsieur, là au centre des patates, qui était dans la ligne de vue, elle ouvrait l'ampère, et quand il y avait le monsieur qui vendait les patates, qui était là,
Elle fermait l'ampère. Vous imaginez la prise de tête pour pouvoir le faire ouvrir, fermer, l'ampère. Donc, évidemment, à un moment donné, ça risque de pas fonctionner et ça va augmenter l'angoisse chez l'agresseur qui va, après, quand il est angoissé, on a un très fort risque au passage à l'acte. Donc, dans la conjugalité, les victimes tentent de ménager les chèvres et les choux le plus possible. Elles ne vont pas toujours réussir. Et quand elles ne réussissent pas, parce que la demande est paradoxale, donc on ne peut jamais répondre de façon satisfaisante, on risque un passage à l'acte. C'est dans la parentalité qu'on va voir que les victimes ont plus tendance à dire non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, tu me demandes une chose et son contraire concernant les enfants, je ne suis pas d'accord parce que moi je ne suis pas d'accord. Ou parfois il peut amener des soutiens. Et l'assistante sociale m'a dit que ce n'est pas une vérité, le psy m'a dit que ce n'est pas une vérité, le duc m'a dit qu'il faut faire comme ci ou comme ça, le pédiatre ou la PMI m'a dit comme ci, comme ça. Tout ça va augmenter l'angoisse chez notre agresseur et donc on risque un passage à l'acte. Et je donne aussi souvent l'exemple des demandes paradoxales, parce que ce n'est pas toujours dans la même phrase. Ça peut être un peu décalé sur plusieurs demandes dans le temps. Et il y a une famille où les deux travaillent, on va imaginer que madame arrive un peu plus tôt du travail, et les enfants sont là, ils sont devant la résidence ou devant la maison en train de jouer. Et que monsieur arrive, quelques minutes plus tard, et pourrait dire, qu'est-ce qu'ils font dehors en train de jouer? Ils devraient être en train de faire leur devoir, non? Parce que vraiment, tu ne t'intéresses pas à leur scolarité. Donc, ils vont être de bons à rien à cause de toi. Donc là, il y a une demande implicite, avec une disqualification de madame, mais il y a une demande implicite. Il n'a pas dit aux enfants, rentre faire les devoirs. Il n'a pas dit directement à madame, fais-leur rentrer pour faire les devoirs. Mais le message, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Ils devraient être en train de faire leurs devoirs. Le message implicite, c'est fais-leur rentrer pour faire les devoirs. Donc, madame comprend la demande implicite et leur fait rentrer pour faire les devoirs. Les enfants sont autour de la table à manger, en train de réciter les leçons. Ok, très bien. Et maintenant, monsieur pourrait dire, ça me donne mal à la tête et leur écouter les leçons. Moi, je suis fatiguée. Ils ne peuvent pas monter dans leur chambre. Ils ont des chambres, non, pour aller faire leurs devoirs. Donc ça, c'est encore une demande implicite. Il n'a pas dit aux enfants monter, il n'a pas dit à madame faire monter, mais il a indiqué il faut leur faire monter dans leur chambre. Donc madame comprend la demande implicite, leur fait monter dans la chambre. Et on pourrait attendre quelques minutes, et monsieur pourrait dire, tu es sûr qu'ils sont en train de faire les devoirs et qu'ils ne sont pas en train de jouer à la suite ou qu'ils ne sont pas sur TikTok, sur leur tel, tu devrais monter pour surveiller les devoirs. Là, c'est une demande explicite. OK, donc elle monte et elle va aller surveiller les devoirs. Donc jusqu'à là, elle a répondu à toutes les demandes. Et maintenant, on va avoir le message paradoxal qui arrive. Monsieur peut, après, je sais pas, 20 minutes, monsieur peut être en bas de l'escalier à dire « Hé, qu'est-ce que tu fais là-bas toujours avec eux? Tu préfères être avec eux qu'avec moi? Si c'est comme ça, ben moi je les casse. » Là, c'est la demande paradoxale. Maintenant, quoi qu'elle fasse, c'est pas beau. S'il reste avec les enfants pour continuer à surveiller les devoirs, ça veut dire qu'elle a désinvesti la relation avec monsieur. Si elle descend avec monsieur, ça veut dire que monsieur pourrait dire que tu t'es désinvesti par rapport aux enfants. Vous vous souvenez la première disqualification qu'il y a eu. Maintenant, quoi qu'elle fasse, c'est pas bon. Et on sait qu'en violence de couple, les victimes ont plus tendance à dire non, je ne suis pas d'accord. Quand le sujet s'agit sur la parentalité et sur les enfants. Donc, 75% des passages à l'acte vont être autour d'une question parentale et non conjugale. Et ça, évidemment, va créer tout un défi pour nous si on travaille sur la parentalité. Est-ce qu'on peut travailler avec les deux parents ensemble ou est-ce qu'il faut travailler avec eux séparément? Les Canadiens vont vous dire chaque fois que vous mettez les couples ensemble pour parler de la parentalité, vous risquez de provoquer des passages à l'acte. Peut-être pas dans votre bureau, mais dans les heures ou les jours qui suivent. Et donc, les Canadiens vont parler plutôt d'un modèle qui s'appelle parentalité en parallèle. Je vous montrerai un diapo à la fin, que c'est l'idée on travaille avec chaque parent séparément concernant sa parentalité et concernant sa feuille de route éducative concernant l'enfant.
Évidemment, c'est beaucoup plus facile quand les couples sont séparés, mais vous avez une description de parentalité en parallèle et sur le même livre où il y a les PPP, et violences sont des couples, un défi pour la parentalité, et vous pouvez les trouver facilement sur Internet si vous mettez parentalité en parallèle. Et sur votre moteur de recherche, c'est un modèle très intéressant, pas juste pour violences dans les couples, mais pour des autres situations. On a un parent qui est très en difficulté et on a un autre parent qui tient plus la route. Par exemple, un couple est séparé où une personne a une addiction ou une personne a un trouble psychiatrique non stabilisé. Et voilà, donc, okay. Mais on reviendra dessus. Sur cette situation-là, ça c'est aussi un dessin de l'autre enfant. Concernant le passage à l'acte, ou les derniers passages à l'acte, donc il a été témoin. Et je vous jure que j'ai toutes les couleurs possibles, des feutres, des crayons dans mon bureau. Je constate que souvent les enfants, quand ils vont dessiner une scène de violence, souvent c'est noir et blanc. Le psy dans la salle, on peut faire plein d'interprétations autour, mais bref, c'est juste pour dire j'ai les autres couleurs aussi. Et ce que je trouve très intéressant dans ce dessin, c'est on a les parents victimes, qui c'est la grande personne, plus sur cette côté-là de l'écran, et on a les parents auteurs qui est les plus petites personnes sur cette côté-là. Et vous voyez l'objet entre madame et monsieur. Alors moi, je n'étais pas très sûre qu'est-ce que c'était. Et les chiens, par exemple, je n'étais pas sûre. Et non, l'enfant m'a dit, donc je lui ai demandé, mais ça c'est quoi entre papa et maman? C'était les poings de papa qui frappaient maman. Donc elle est très très grande. Et si vous voulez les mesurer, elle fait plus que la taille de moitié du corps de monsieur. Ça veut dire que pour l'enfant, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une nouveauté de savoir que c'est il a un parent qui est violent. Et ça, je trouve que c'est souvent une difficulté pour les collègues autour de la question de la neutralité bienveillante. Si on regarde toutes les recherches sur neutralité bienveillante, et c'est les collègues qui travaillent avec des agresseurs en recherche qui sont les premiers à le dire, c'est extrêmement important de pouvoir connoter à l'enfant que ces actes-là ne sont pas acceptables. Vous pouvez être neutre sur les émotions que l'enfant a concernant chaque parent, mais vous ne pouvez pas être neutre sur les faits qui sont pénalement répréhensibles. Quand l'enfant me montre ça, c'est l'entrée que j'ai pour pouvoir dire « ce que papa fait là à maman, il n'a pas le droit de le faire, ça s'appelle la violence. Tu sais, c'est contre la loi. » Après, si l'enfant me dit « oui, mais j'adore papa et je déteste maman », je ne vais pas dire « tu n'as pas le droit de sentir ça, il faut que je l'accompagne. » Mais je dois connoter quand les actes sont pénalement répréhensibles. Et ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'effreindre la neutralité bienveillante. Vous n'êtes pas en train de prendre côté pour une personne et contre une autre. Vous êtes en train de connoter qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables socialement. Mais vous accompagnez les émotions de l'enfant comme où l'enfant en est. Si vous ne le faites pas, le risque c'est que vous cautionnez par votre silence, que ceci c'est normal et que c'est acceptable. Donc, l'importance pour vous autour de ça, parce que je sais que parfois l'histoire de neutralité bienveillante, c'est une pour certains collègues. Sur cette situation-là, je vais demander à l'enfant qu'est-ce qu'il pensait que chaque personne était en train de penser lors de cet énième passage à l'acte. Il m'a dit, je pense que papa voulait que maman soit morte. Et je pense que maman pensait aussi que papa voulait qu'elle soit morte et avait peur. Et c'est pour ça qu'elle a porté plainte. Et pour cet enfant, cette idée que le père peut tuer la mère, c'est un élément extrêmement traumatique. Mais c'est un élément qu'on va trouver souvent sur les entretiens cliniques avec les enfants en violence dans les couples. C'est l'idée que l'auteur est tué physiquement ou psychiquement la victime. Il est le plus fort. Alors peut-être sur celle-là, je vais... Oui, ok. Sur cette situation, il y a une séparation du couple et il y a eu diverses protections, diverses et variées pour la victime et pour l'enfant. Mais il y a eu, comme souvent il y en a,
et une toile de visite de l'hébergement qui était accordée à monsieur un week-end sur deux et moitié de vacances scolaires. Et cet enfant me dira qu'il était très content de retourner dans la maison familiale où lui et sa mère sont partis, ses jouets, ses affaires, les chiens, il y avait un chien. Et les chiens, il était très content de voir les chiens. Souvent pour les enfants, la question des animaux de compagnie, c'est un élément d'anxiété supplémentaire. Quand l'animal de compagnie reste au domicile avec l'agresseur, par exemple, la dame va être accueillie peut-être au savoir des femmes, vous avez un hébergement au savoir des femmes. Elle ne peut pas amener le chat ou le chien ou l'hamster. Généralement, peut-être vous avez la possibilité, mais généralement non. Et pour les enfants, ils peuvent avoir une grande inquiétude par rapport à l'idée si le parent auteur est en train aussi de maltraiter l'animal. On a certaines études qui montrent une corrélation entre violence en couple et maltraitance des animaux de compagnie, et surtout si l'animal, c'était les petits toutous de la victime. Et donc, il est très inquiet par rapport à ça, il va voir que le chien va bien, et il est content de jouer au foot avec son père, tout ça va bien, mais il me dira, tu sais, en même temps, c'est très difficile, parce que, et parfois c'est comme si c'était papa le petit et moi les grands. Oh, raconte-moi plus, les petites phrases que nous aime. Raconte-moi plus. Et raison aussi pourquoi papa est petit dans le dessin, parce que monsieur en réalité était très grand, très baraqué, rien à voir avec les tailles réelles. C'est comme s'il était petit parce que là, il pleure beaucoup. Et il me dit que maintenant que maman est partie, la vie ne vaut pas la peine de vivre, et si je n'étais pas là, il se suiciderait. Et donc, moi, je passe les week-ends à essayer de les requinquer. Donc, l'enfant est en mode enfermé psychiatrique de son père. On sait sur les recherches post-séparation que c'est la fin du monde pour les auteurs. C'est la fin du monde pour les auteurs parce que nos auteurs ont plusieurs traits de la personnalité et qui vont être présents tout au long de leur vie. Et les auteurs ont tendance à être très fusionnels. Donc, partenaire, tu es une extension de moi, et enfant, tu es une extension de moi. Parce que mes traits de personnalité sont transversales à toutes les relations qui sont importantes pour moi. Et donc, partenaire et enfant, tu es une extension de moi. Et j'ai tendance aussi à être très égocentrée. Le monde tourne autour de moi, mes envies, mes besoins. Donc, je vais avoir du mal à imaginer que les partenaires ou les enfants ont des besoins spécifiques à eux et différents du mien. Les auteurs ont besoin de contrôle et de maîtrise, souvent contrôle et maîtrise sur la différence ou l'autonomie du parent et du partenaire et des enfants. Ils ont tendance à avoir un locus du contrôle externe, qui veut dire plein de choses, mais veut surtout dire si j'ai un comportement inadapté, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Ça a été provoqué par l'autre personne. Et ils ont tendance à avoir une seuil faible de tolérance pour la frustration. Quand ils sont frustrés, ils ont tendance à être violents. Donc, la séparation va déjà, tous ces éléments sont activés chez notre auteur, mais ils vont être autant plus activés après la séparation. Et fusionnelle, elle ne fait plus partie de moi. Et égocentrée, son monde ne tourne plus autour de moi. Contrôle et maîtrise, j'ai perdu. Et locus du contrôle externe, je ne comprends pas pourquoi elle est partie. On a une dispute, mais bon, ça arrive. Et ça doit être d'horrible assistance sociale qui lui a mis des idées dans la tête, ou la PMI, ou un truc qu'elle a vu à la télé, ou sa sœur que j'ai jamais pu blairer, ou elle a quelqu'un d'autre. Mais c'est pas moi. C'est pas mon comportement. Et ils sont frustrés. Donc, on a un très fort risque pour un état dépressif chez eux, avec une menace de suicide. Et cette menace de suicide, ça peut être extrêmement anxiogène pour les enfants, et ça peut être une des raisons pourquoi la victime retourne. Et bon, peut-être s'il est si mal que ça, peut-être qu'il a compris et peut-être qu'il va changer. Ou bien, je ne veux pas qu'il se suicide. Donc, je vais retourner jusqu'à qu'il se stabilise et après, je repartirai. Elle est repartie pour un tour à ce moment-là. Et c'est comme si nos auteurs font une deuil pathologique. Je ne sais pas si quelqu'un ici
comprendre le concept de deuil pathologique, vous avez un être cher qui décède ou vous avez une rupture sentimentale ou divorce important, c'est normal. Et pendant toute une période, vous ne vous sentez pas bien. Mais on dit que sur 1 année, 2 années, généralement, on va commencer à se sentir mieux, avoir du plaisir dans la vie de nouveau, pouvoir s'investir auprès des autres, etc. Et peut-être il y a un moment, il y a une musique qui passe, ou c'est une date d'anniversaire, et on a un petit coup de blues, mais on peut continuer à s'intégrer dans la vie. Dans une deuil pathologique, je n'arrive pas à intégrer la perte. Et donc, ça reste actif pour moi, l'état de deuil. Et si vous avez des parents qui ont eu les malheurs de perdre un enfant jeune, et parfois on va avoir des deuils pathologiques, vous entrez au domicile et la chambre de l'enfant est exactement comme elle était au moment du décès de l'enfant, mais on est 10 ans plus tard. Et parfois les parents vont parler de l'enfant au présent, pas au passé. On est sur des éléments-là de deuil pathologique. Nos auteurs, c'est comme s'ils font une deuil pathologique de la relation, ils ne peuvent pas intégrer ou accepter la fin de la relation. Et ça veut dire qu'on a pas uniquement un risque de menace de suicide, mais un risque de passage à l'acte violent qui peuvent durer pas juste les 3 mois autour de la séparation ou les premières années après, mais peut durer des années qui suivent. Ça va être un élément d'évaluation psychologique pour chaque auteur. Est-ce qu'il a pu intégrer la perte ou pas? S'il n'a pas intégré la perte, le risque est toujours élevé pour des passages à l'acte. Alors, sur la question du suicide, la majorité des auteurs vont menacer le suicide après la séparation. C'est la majorité vont les menacer. Les minorités vont faire un passage à l'acte suicidaire. On estime que c'est environ 4% qui vont faire un vrai passage à l'acte suicidaire. Et dans ces 4% qui vont le faire, et que ce soit le passage à l'acte suicidaire pour dire « je ne vais pas bien, reviens vers moi » ou « je veux vraiment mourir », peu importe la forme du passage à l'acte suicidaire, sur ces 4% qui vont faire un passage à l'acte suicidaire, la majorité entre eux vont le faire soit après avoir tué madame, soit après avoir tué les enfants, soit après avoir tué madame et les enfants. Donc dans le cadre d'un féminicide, un infanticide ou ce qu'on pourrait appeler un familicide. Donc, sachez-le pour vous, majorité vont les menacer, minorité vont faire un passage à l'acte. Et quand ils font un passage à l'acte, on est sur une dangerosité plus, des féminicides, infanticides, féminicides. OK. Alors, je dirais une autre chose sur les traits de personnalité. Traits de personnalité, c'est le mur porteur. Et les psy dans la salle le savent. On peut faire toute la thérapie, tout l'accompagnement qu'on veut. Vous n'allez pas changer mes traits de personnalité. C'est comment je suis structurée. C'est mes murs porteurs. Le maximum qu'on peut faire, c'est que si je suis très motivée, et vous pouvez m'aider à les manager ou à les gérer différemment, mais vous n'allez pas faire en sorte que j'ai plus les traits de personnalité. Si j'ai une tendance à être fusionnelle, je vais toujours avoir une tendance à être fusionnelle. Donc peut-être vous allez m'aider à les manager et en me disant, ça serait mieux que Karen, que vous ne soyez pas dans une relation avec une personne, ça serait mieux que vous soyez celle qui papillonne et après ghost. Peut-être ça serait une manière de le manager. Si je vais avoir toujours une tendance à être égocentrée. Donc vous pouvez m'aider à le manager en me donnant beaucoup de support externe. Ça veut dire, imaginons que je travaille avec le collègue de protection de l'enfance, il va falloir que chaque entretien vous revenez sur les besoins de mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont et comment ils sont supérieurs, prioritaires par rapport aux miens. Alors, je peux les comprendre sur notre rendez-vous mardi, mais, comme on dit en français, chasser les naturels et ils reviennent au galop, ça risque de tomber une semaine plus tard, donc revenez chaque fois dessus. J'ai besoin de cette support externe. J'aurai toujours besoin de maîtriser, de contrôler. Donc, aidez-moi à gérer ça. Peut-être je vais contrôler et maîtriser dans un autre univers plutôt que dans les sphères relationnelles. Et j'aurai toujours tendance à inverser la responsabilité. Donc, il va falloir que vous me mettez au défi, que vous me confrontez régulièrement. Si vous ne me confrontez pas, les auteurs aiment bien ça. Si vous ne les confrontez pas,
Parce qu'en plus, les auteurs s'organisent sur une échelle verticale. Les gens sont organisés verticalement. Et donc, si vous ne me confrontez pas parce que vous êtes en train de faire une petite alliance thérapeutique, moi, je ne comprends pas ça, alliance thérapeutique, ça, c'est latéral. Je ne comprends pas un monde latéral. Si vous tentez de faire ça, ça veut dire que vous êtes plus bas que moi. J'ai besoin que vous soyez plus haut, que vous me confrontez, que vous me mettez au défi. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et la gestion du stress, de l'angoisse, je vais avoir toujours du mal, donc il va falloir me mettre plein de choses et outils externes pour m'aider à manager ou à gérer le stress, parce que je serai toujours quelqu'un qui a du mal par rapport à l'anxiété et le stress. Donc, ce n'est pas des choses que vous allez effacer, c'est des choses qu'au mieux vous allez m'apprendre à manager. Et c'est un élément qu'on voit aussi sur les études en criminaux par rapport à les stages de responsabilisation des agresseurs. On voit qu'ils n'ont pas un effet clinique. Cliniquement, ils n'en ont aucun effet. Ils sont très bien comme une introduction par rapport à la question de la société, par rapport à la question de la loi, par rapport à une sensibilisation, par rapport à qu'est-ce que ça fait pour la victime, pour l'enfant, mais ils n'ont pas d'effet clinique. Ils sont une introduction. Si on veut avoir un effet clinique, on est sur la question de, prise de responsabilité, compréhension que ces traits de personnalité sont compliqués pour moi, mais créent des problèmes, et après, gestion, management des traits de personnalité. Mais il faut que je sois motivé. Si je ne suis pas motivé, ça va tomber comme un soufflet quand on ouvre du four. Ok, prochaine diapo. Okay. On sait que les enfants en situation de violence dans les couples vont présenter un paquet de formes de souffrance psychologiques, des troubles. Donc, on estime que 60% vont présenter un trouble post-traumatique, les mêmes troubles qu'on a si on était victime de viol, si on était dans un attentat. Et les 40% restants vont présenter ce qu'on appelle des sous-syndromes. Ils ne présentent pas toutes les symptômes nécessaires pour le diagnostic complet, mais ils présentent quelques symptômes. On sait aussi qu'on a 10 à 17 fois plus de troubles anxio-dépressifs, troubles de comportement et troubles psychosomatiques chez ces enfants. Ça veut dire que ces enfants ont besoin de soins. Alors là, je me trouve sur deux problèmes actuellement. Une, c'est est-ce que l'enfant peut avoir accès aux soins qui sont plus spécialisés en trauma? Et parfois au CMPP, on va avoir un collègue qui est plus spécialisé. Alors, quand on parle spécialisé en trauma, ça ne veut pas dire nécessairement des techniques, c'est surtout une attitude, une posture chez le thérapeute qui va être très proactif. Et parce qu'on voit sur des autres recherches, donc il y a une dans Core Parent Review, je pense que c'est à la fin sur les biblios que je vous partage, et qui montre que si la personne a un trouble post-traumatique, adulte, enfant, quoi que soit la situation, et si cette personne peut bénéficier de soins qui sont spécialisés en trauma, on peut faire en sorte que la personne aille mieux. Si on a la chance d'intervenir dans les 12 mois après un événement unique, par exemple le Bataclan, on peut faire en sorte que la personne n'a plus de symptômes traumatiques dans les 24 mois qui suivent. Si on intervient qu'après cette fenêtre de 12 mois sur les soins spécialisés, alors on ne peut plus faire en sorte qu'il n'y a plus de symptômes. Les symptômes maintenant sont enracinés du point de vue neurologique. Mais on peut faire en sorte, on peut travailler pour qu'il y ait moins d'incidence de symptômes, donc ça arrive moins souvent. Il y a donc moins de fréquence, moins d'intensité, moins de durée. Donc il y a une amélioration dans la qualité de vie. Mais quelque chose pourrait m'activer de temps en temps, mais j'ai des manières pour pouvoir gérer ce moment d'activation. Et donc, j'ai un souci par rapport à l'accès aux soins spécialisés, et j'ai un autre souci, que c'est autour de l'autorité parentale conjointe. Comme vous savez, la majorité des situations aujourd'hui en France, les parents agresseurs gardent l'autorité parentale conjointe, dans la majorité des situations. Peut-être on aura une victime qui va demander une ordonnance de protection au juge des affaires familiales, et peut-être dans l'ordonnance de protection, il faut qu'elle le demande, parce que le juge ne peut pas s'autosaisir, le juge ne peut pas s'autosaisir, il faut qu'elle demande un exercice exclusif de l'autorité parentale, c'est provisoire, ça peut durer qu'un temps,
qui peut la permettre de chercher des soins pour l'enfant. Et alors, soit on l'a pas sur cet axe-là, et soit ça dure un temps et après ça saute. Et pour moi, il y a un truc très paradoxal. Vous allez voir, violence dans les couples, c'est toujours paradoxe qui va se jouer. Aussi par rapport à les instances. Très paradoxal. Je suis le parent agresseur. C'est moi qui ai créé cette détresse post-traumatique chez l'enfant. Pourtant, je reste décisionnaire si l'enfant peut accéder aux soins spécialisés autour. Et la manière que je vais exercer ce pouvoir, parce que l'autorité parentale, c'est un pouvoir de décision. Ça n'a rien à voir avec les liens ou la relation, c'est un pouvoir de décision. Et pourtant, quel intérêt il y a donc, je vais mettre une veto aux soins spécialisés. C'est comme ça que je vais l'exercer. C'est par le pouvoir des vétos. Donc, quel intérêt il y a pour moi que mon enfant a des soins, et surtout soins spécialisés? Je sais qu'il y a des avocats dans la salle. Je ne sais pas où. N'ayez pas peur. Si vous pouvez faire un petit truc comme ça. Si les avocats, si vous avez un client qui est poursuivi pour violence dans le couple, il y a des enfants, et il a l'autorité parentale conjointe, il est en demande de la part du parent victime pour que l'enfant puisse être suivi dans l'unité psychotrauma des Chambéry, ou par une thérapeute qui est correcte, qui peut être en libéral, qui est spécialisée en trauma. Quel intérêt il y a pour votre client de dire oui si votre client est en train de plaider non coupable? C'est pas cohérent de dire oui, je suis d'accord pour les soins psychotrauma, mais je plaide non coupable. Soins psychotrauma veut dire il y a quelque chose de traumatique que l'enfant a vécu ou auquel l'enfant a été exposé. Donc on a une difficulté par rapport à ça. C'est pas juste l'accès c'est pas juste la présence des professionnels plus spécialisés en trauma qui va améliorer nos chances cliniques, mais c'est aussi l'autorité parentale conjointe, parce que ça permet à l'auteur de mettre des vétos dessus. Et je sais que là, il y a un autre projet de loi qui s'est mis en route, et après que la loi d'Isabelle Santiago, peut-être que les gens connaissent, qu'elle avait proposé que l'autorité parentale l'exercice soit suspendu au moment de la plainte, quand il y a des faits de violence diverses et variées dans la famille, exactement sur cette idée d'accès aux soins et plus les autres choses. Et ça a été validé au Sénat. Là, je sais que 2 personnes à l'Assemblée sont revenues à la charge avec un nouvel projet de loi. Ils ont les signatures pour que ça soit débattu à l'Assemblée, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Ça veut dire qu'il faut que ça soit débattu à l'Assemblée, on va voir quelle est la vote de l'Assemblée, après ça part au Sénat et on va voir ce qui se passe au Sénat. Donc, c'est une petite lumière au bout du tunnel. L'autre, c'est, et là peut-être vous avez vu, une procureure de Bordeaux, Eric Corbeau, plus une magistrate, Gwenola Creuse et Honte, et proposé aussi au garde des Sceaux pour une modification législative dans laquelle les dossiers violence dans les couples, qu'il y a une réunion, on peut le dire comme ça, entre les divers magistrats qui vont intervenir sur les dossiers, les procs, les juges en pénal, les juges des affaires familiales, s'il y a un JE, les JE, pour qu'ils prennent leurs décisions ensemble et que leurs décisions soient cohérentes ensemble, qu'il y ait une cohésion autour. Et donc, la question de l'autorité parentale, c'est une grande question là-dedans. Ok. C'est un peu partir au suivant. Et j'ai jusqu'à quelle heure? Ok, je m'ajuste. Ok, donc il n'y a pas de pause, donc je vais continuer. Voilà. C'est ça, il n'y a pas de pause. Ok. Violence dans le couple, c'est une situation d'adversité lors de l'enfance. C'est un acronyme qu'on utilise en anglais qui s'appelle ACE. Je l'ai fait en anglais, Adverse Childhood Experience. Depuis les années 90, il y a énormément de recherches sur les ACE, les situations d'adversité lors de l'enfance. En France, on parle peu de eux. Peut-être certains gens connaissent Céline Fréco
et médecin qui, elle parle pas mal sur les ACE, si vous l'entendez sur les podcasts ou sur les entretiens. Et l'important, c'est un thème qui est très travaillé dans les autres pays. Et si vous regardez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé et vous mettez ACE, l'acronyme en anglais, vous allez trouver plein de recherches autour. Ces recherches sont des recherches longitudinales et prospectives. Et pour pouvoir identifier des situations répétées lors de l'enfance qui vont avoir un impact sur la vie de l'enfant en tant qu'adulte. Et donc, ce sont toutes des situations qu'on connaît si on travaille en protection de l'enfance. Avoir été victime d'inceste, avoir été victime de violences sexuelles extrafamiliales, avoir été victime de maltraitance physique, avoir été victime de carences, de négligences, avoir un parent qui a un trouble psychiatrique non stabilisé, avoir un parent qui a un trouble addictif non stabilisé, et être enfant en situation de violence dans le couple. Ça veut dire que toutes ces situations, je peux vivre une de ces situations, parfois je peux vivre plusieurs de ces situations, ça va amplifier les effets, ça va créer déjà des modifications physiologiques chez l'enfant. On va voir que ces enfants vont sécréter des hormones de stress à un taux plus élevé lors de l'enfance que des autres enfants. Donc notamment cortisol. Cortisol, comme vous savez, c'est une hormone de stress. Elle n'est pas une mauvaise hormone. Tout le monde va sécréter un peu de cortisol. Si vous ne le sécrétez pas, vous ne vous réveillez pas le matin. Mais si vous êtes dans une situation stressante, vous allez sécréter plus. Donc, par exemple, c'est le moment du rapport de fin d'année, vous allez sécréter plus le cortisol. Ou il faut organiser des fêtes et toutes les familles viennent chez vous, vous allez sécréter plus le cortisol. Ça va vous donner l'énergie pour faire ce que vous devrez faire. Donc, cortisol en soi, c'est pas mauvais. Mais si je suis dans une situation qui est stressante, chronique, je vais sécréter plus de cortisol que la norme. Donc, on va dire que le taux de cortisol des enfants devrait être là. Les enfants, sur les situations et expériences adversité lors de l'enfance, et donc aujourd'hui notre thème c'est violence dans le couple, vont sécréter un peu plus sur leur ligne de base. Et cortisol, quand on sécrète trop, elle est très nocive pour le système cardiovasculaire. Donc on va voir que ces enfants sont plus à risque en tant qu'adultes d'avoir l'hypertension, d'avoir des crises cardiaques, d'avoir un accident cardiovasculaire, tous les trucs mauvais cardiovasculaires. Et on va voir aussi que ces enfants vont avoir une modification d'une protéine qui s'appelle C-réactive ou C19 et que c'est un marqueur d'inflammation. Comme si ces enfants sont dans un état d'inflammation constante lors de l'enfance qui leur ouvre la voie et pour avoir toutes les maladies inflammatoires en tant qu'adultes. Et ils vont avoir un système immunitaire qui est impacté, plus faible. Stress, vous savez, quand vous êtes stressé, ça va impacter votre système immunitaire. Donc, ces enfants en tant qu'adultes, plus à risque pour des troubles inflammatoires, immunitaires et cardiovasculaires. Donc, pour les collègues qui travaillent avec les enfants, et surtout des collègues en protection de l'enfance, minimum syndical, on veut que les enfants intègrent l'importance d'un suivi médical, de faire des rendez-vous annuellement, de poser des questions par rapport à leur santé et cardiovasculaire. Je pourrais avoir 20 ans et on pourrait dire que je ne suis pas à risque, mais je suis plus à risque pour toutes ces choses-là. Deuxièmement, on va voir que ces enfants ont ces crises de troubles post-traumatiques et dissociatifs chroniques. Et pourquoi post-traumatique et dissociative chronique? Parce que généralement, on va intervenir bien après les premiers incidents. Donc, on va intervenir bien après les premiers 12 mois, que c'est quand j'ai une fenêtre pour faire en sorte qu'il n'y a plus de symptômes. Puis, généralement, c'est de multiples incidents. Et donc, ça veut dire que les symptômes risquent fortement de se chroniciser. Et si l'enfant a accès à un suivi, tant mieux s'il a accès à un suivi. Mais est-ce que je viens de le dire ou est-ce que je ne viens pas de le dire? Vous êtes les 5e conférences sur les derniers 10 jours, donc parfois là, je me sens comme un Alzheimer, je l'ai dit. Et non, je ne l'ai pas dit. Sur une étude, Cochrane Review, qui montre que si le suivi est spécialisé,
Et on peut faire en sorte que, même si on intervient après 12 mois, qu'il y ait une amélioration dans l'état clinique du patient. Si le suivi n'est pas spécialisé, soit il n'y a pas d'effet, donc les symptômes restent en route, soit il y a une aggravation des symptômes. Donc, les questions de chroniciser est liée autant à les types de soins qui vont être proposés. Et là, vous avez compris, j'ai un problème sur l'autorité parentale conjointe. Et aussi sur le timing des soins. Mais si je peux intervenir, il y a plein d'enfants et de jeunes que j'interviens bien après mon fenêtre de 12 mois, on peut travailler pour réduire fréquence, intensité, durée des symptômes. Il y a quelques moments qui vont avoir une poussée, mais que l'enfant ou les jeunes est plus équipé pour pouvoir gérer ces moments-là. Et on a un risque aussi des autres troubles qui vont être présents chez ces enfants, chez ces adolescents ou dans la vie adulte, qui souvent sont des tentatives maladroites de gérer les symptômes traumatiques ou dissociatifs. Et les troubles affectifs, c'est celle qui va être très présente, parce que c'est vrai, dans des troubles traumatiques, je peux avoir du mal à m'endormir. Donc je me mets des camisoles chimiques pour pouvoir m'endormir. Je peux faire des cauchemars traumatiques. Donc si je fume une jointe, si je bois l'alcool, si je prends de l'opiacé, peut-être je vais réussir à dormir sans faire des cauchemars sur mon passé, sur ce que j'ai vécu. Et peut-être j'ai des pensées intrusives. Tous les produits vont aider à tamponner ça pour que les pensées intrusives ne viennent pas. Et en plus, je carbure aux hormones de stress, cortisol, par exemple, donc état d'anxiété interne. Donc, ça va m'apaiser. Mais ces mouvements addictifs vont devenir un problème en soi. On va voir plus des troubles comme conduite alimentaire chez ces jeunes, chez ces enfants et chez ces adultes. Les conduites alimentaires, troubles de conduite alimentaire comme les automutilations, les scarifications, sont des manières pour me faire dissocier. Vous savez, quand vous dissociez, la dissociation veut dire je me coupe des émotions. Ça peut aussi dire je me coupe des souvenirs. Mais là, on les voit plutôt sur les côtés, me couper des émotions. Je ne veux pas ressentir la peur, je ne veux pas ressentir l'anxiété. Donc, une manière, c'est dissocier. Et vous savez, si je me coupe, et je me coupe régulièrement, si je me fais vomir, si je mange pas, je vais créer des petites hormones, des petites substances opiacées naturelles dans le cerveau, et je me sens bien. Je me sens vachement bien. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà pris une tramadol, une lamazine, une paracétamol coédiné. Si vous les supportez, il y a des gens qui ne supportent pas, mais si vous les supportez, on se sent plutôt bien après, un peu cotonneux, mais bien. Imaginez, vous pourriez faire ça simplement en vous scarifiant, en vous faisant vomir, ou en n'est pas mangeant. C'est très puissant. Donc ça devient une manière aussi, une tentative maladroite à gérer les symptômes traumatiques. Et après, on a plus de risques de tentatives de suicide et des tentatives de suicide réussies, ou des tentatives de suicide où vraiment on essaie de réussir pour arrêter la souffrance. Là, je ne vous parle pas des situations comme, par exemple, j'ai eu une patiente qui s'est jetée toujours des ponts de Paris, mais quand la brigade fluviale passait. Donc ça, c'était pas vraiment je veux mourir. Donc, mais vraiment des tentatives pour tenter de mourir. Donc manière d'arrêter la souffrance. Donc on est clairement face aux enfants qui ont besoin de soins. Question va être, est-ce qu'on a des collègues qui peuvent travailler sur cette posture qui est spécifique à travailler en trauma? Et deuxièmement, est-ce qu'on va avoir un veto au niveau de l'autorité parentale conjointe? Ok, suivant. Alors, pardon, les gens médicaux, c'est pas une bonne diapo. Oubliez qu'est-ce qu'il y a sur l'image. Mais on sait qu'il va y avoir des modifications qu'on appelle épigénétiques chez ces enfants. On sait que les violences dans les couples, cette dynamique de contrôle va être présente depuis les débuts de la relation. Mais donc, l'auteur va tenter de contrôler la victime, est déjà très fusionnel, est déjà très égocentré. Toutes ces choses sont déjà là. Mais dans les premières phases amoureuses de la relation, on va avoir, selon les collègues qui travaillent en psychobiologie de l'amour, une période qui peut durer jusqu'à 9 mois, 12 mois, dans laquelle
on est dans une bulle fusionnelle avec la personne. J'ai envie que la personne m'envoie 40 000 WhatsApp. J'ai envie que la personne soit là dehors en train de m'attendre au moment du déjeuner. J'ai envie qu'on soit ensemble tout le temps. Donc, c'est normal dans les phases de fusion amoureuse au début de la relation. Le risque, c'est que notre auteur, ce n'est pas juste les phases de fusion de la relation, c'est traits de personnalité qui sont présentes. Et vers 9 à 12 mois, l'état hormonal dans lequel on est, parce qu'on est rempli avec dopamine, on veut être avec la personne tout le temps, on est rempli avec endorphine, tout semble plus beau, et ça ne continue pas éternellement. Et donc, hormonalement, ça va changer. Plus les oxytocine, l'hormone de l'attachement. J'ai moins besoin d'être avec toi tout le temps, j'ai moins besoin de recevoir un texto chaque heure, et tu peux faire tes trucs, moi je fais mes trucs, et on a un espace ensemble. Donc pour beaucoup de gens, ça va passer comme ça, et on est toujours très contents ensemble. Et pour l'auteur, ce moment-là où ça commence à changer, la victime cherche son propre espace, lui il a son propre espace, et on a du temps ensemble, c'est très anxiogène pour lui. Et donc, il va augmenter, amplifier tout pour qu'il ait contrôle et maîtrise sur la relation. Et là, ça va commencer à devenir plus évident qu'on est dans une dynamique de violence dans le couple où ce contrôle coercitif, peut-être il n'y a pas de coup, peut-être on est simplement sur des actes de contrôle. Et on voit que sur les situations de violence dans le couple, la première grossesse arrive un peu plus tôt que dans la population en général. Et que cette première grossesse, on va voir que pour 40% des victimes, les violences vont s'amplifier en deuxième trimestre de grossesse. Donc, soit c'est les premiers coups, soit il n'y a pas de coups, mais des formes de violence verbale, des formes de violence psychologique, des formes de contrôle et maîtrise, autres, vont s'amplifier. Et donc, la victime va être stressée. Elle va commencer à sécréter beaucoup de hormones de stress. Et dans cette sécrétion de beaucoup de hormones de stress, on sait que ça va impacter le développement du fœtus, surtout en troisième trimestre, quand il y a beaucoup de développement neurologique. Et que ces fœtus, comme des fœtus dans des situations de guerre où il y a des bombardements constants, donc la mère est stressée, vont créer une capacité plus importante à sécréter les hormones de stress que des fœtus qui étaient dans un truc sympa, tranquille, etc. Donc, c'est des enfants qui vont naître déjà avec une capacité plus importante à sécréter des hormones de stress que des autres enfants. Donc, c'est pour ça qu'on appelle des effets épigénétiques. C'est déjà, on va dire, un talon d'Achille chez eux. Alors, je souligne toujours, le cerveau est très plastique. Et si l'enfant va se trouver par la suite et dans un contexte sécurisant, stabilisant, et il n'y a pas de situations de stress qui vont venir l'impacter, et ça peut se réabsorber. Mais si vous intervenez quand l'enfant a 6 ans, 10 ans, 11 ans, il a déjà toute une série stress, avec des hormones qui vont avoir tendance à être activées plus facilement. Et les collègues PMI, ou des collègues qui travaillent avec des tout petits, vous savez, un bébé stressé peut être un bébé très agité ou un bébé très amorphe. Donc, on va avoir souvent ces présentations chez les tout petits en violence dans le couple. Ok, suivant. Okay. On sait que les enfants vont aussi avoir tendance à répéter les dynamiques de violence dans le couple, les dynamiques du contrôle coercitif dans leur relation avec les autres enfants. Donc, dans la cour de la retrait, peut-être je suis l'enfant qui va expérimenter la position haute. La position, parce que c'est une échelle verticale. Et donc, moi, je veux jouer 1, 2, 3 soleil, toi, tu veux jouer à cache-cache, je vais t'imposer de jouer 1, 2, 3 soleil. Alors, ce n'est pas nécessairement que je vais te frapper, ce n'est pas nécessairement ça. Mais je peux utiliser des modes de contrôle coercitif. La séduction. Si tu joues à ce que je veux jouer, je vais t'inviter à mon anniversaire ce week-end et on va aller à Aquapark où j'ai la nouvelle maison de Barbie avec tous les accessoires qui
Ça, c'est un mode de séduction en contrôle coercitif. Comme ça peut être aussi les menaces, les rejets. Ben, si tu ne joues pas ce que je jouais, je ne vais pas t'inviter à mon anniversaire. Ou bien je vais dire aux autres enfants que tu sens mauvais, que tu avais pour, qu'il ne faut pas jouer avec toi. Donc, j'exerce le même type de posture que l'auteur peut exercer dans la relation. Si je suis l'enfant qui va expérimenter plutôt la position basse, la position de la victime, moi je veux jouer 1, 2, 3 soleil, 3 cache-cache, je ne vais même pas oser te dire que je veux jouer 1, 2, 3 soleil, je vais ajuster à ce que toi tu veux faire. Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas qu'il y a une possibilité de négocier, de dire, bon, d'abord on joue ce que tu veux et après on joue ce que moi je veux. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour négocier, dans le sens que ça soit. Donc on a un risque de répétition dans leur relation avec les autres. Alors, on voit dans les recherches que les enfants peuvent expérimenter les deux postures dans l'enfance. Et s'il n'y a pas une exposition à un modèle plutôt démocratique de prise de décision, c'est-à-dire négociation, ça a tendance à se fixer vers l'adolescence. Et quand ça se fixe vers l'adolescence, ça ne veut pas dire nécessairement, si j'étais en position basse, que je vais être victime de violences dans le couple, mais c'est vrai que ça ouvre la voie pour que je puisse être victime de quelque chose. Harcèlement, violence dans le couple, peut-être plus tard violence au travail, parce que je n'ose pas dire mon point de vue et je n'ose pas aller chercher de l'aide. Si j'étais plutôt fixée en position haute, ça ne veut pas dire que je vais être auteur de violence dans le couple, mais je suis plus en piste pour être harceleur au travail, harceleur à l'école, peut-être auteur de violence dans le couple ou des autres formes de maltraitance. Parce que je ne sais pas qu'on peut négocier. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc, tous les travaux que vous pouvez faire sur la négociation, des modèles de négociation avec les enfants est extrêmement utile. Si on peut passer au suivant. Ok. On sait aussi qu'il y a de fortes corrélations entre violence dans les couples et les autres formes de maltraitance infantile, donc des co-occurrences. Et on a différentes études qui sont des méta-analyses de recherche, où on prend plein d'études ensemble et on sort un chiffre, c'est un procédé statistique, on sort plus des chiffres plus conservatrices. On a une étude qui nous dit que 40% des enfants en situation de violence dans les couples sont aussi victimes de maltraitance physique de la part du parent agresseur. Et un autre qui nous dit 60%. Donc on va faire simple 1 sur 2. Et ça va avec notre trait de personnalité. Vous savez, pour les collègues qui travaillent avec des parents maltraitants en dehors de violence dans le couple, vous savez, ils ont les mêmes traits. Et fusionnel, égocentré, difficulté à accepter la responsabilité, besoin de maîtrise et contrôle, et ça a des frustrations faibles. Donc c'est normal, c'est logique que ça va créer aussi des maltraitances sur les enfants. 80% de ces enfants vont vivre des maltraitances verbales de la part de l'auteur, et on a un risque 6,5 fois plus de risque de violence sexuelle par la part de l'auteur sur l'enfant, que ce soit son enfant biologique ou l'enfant du partenaire. Là aussi, ça va avec les traits de personnalité. Alors, je ne sais pas ici comment ça fonctionne dans votre tribunal. Je sais qu'en région parisienne, c'est hyper bien vu quand on a une séparation de couple et que l'enfant commence à dire qu'il y a des violences sexuelles par la part du parent, auteur présumé. À région parisienne, c'est hyper mal vu dans les tribunaux, et comme si c'était une tentative de manipulation par les parents victimes de l'enfant pour casser les liens, pour avoir une vengeance ou quelque chose. Peut-être, je ne dis pas que c'est impossible, mais statistiquement, on a plus de probabilités que c'est vrai que la probabilité que ce n'est pas vrai. Et en même temps, c'est logique. Si vous dépensez les collègues au-delà des traits de personnalité chez notre auteur, surtout après une séparation, et c'est comme les enfants qui vont se trouver en placement. Donc, on a un placement des enfants pour fait X, Z, Y, et une fois que l'enfant se trouve plus en sécurité, l'enfant va commencer à révéler des autres choses qui se sont passées. Donc, c'est la même logique que l'enfant va commencer à dire. Alors, on a une possibilité de maltraitance par les parents victimes, et des études nous disent que 18% des victimes sont maltraitantes avec leurs enfants,
Mais que si on mesure, on réévalue une année après, et la victime pendant ce temps était en sécurité et stabilisée, et on voit que l'incidence de maltraitance descend à 9%. Donc, si je le fais simple, ça impliquerait que sur la partie des victimes qui sont maltraitantes avec leurs enfants, une partie, ça semble être réactionnel à un contexte de danger et de stress, la moitié de elles, mais on a une autre moitié chez elles où ça semble être structurel. Elles sont maltraitantes quoi que soient les contextes. Mais ça me semble important, surtout pour les collègues qui sont en train de travailler en AMO, en placement. Est-ce que la victime, c'était contextuel, son maltraitance sur les enfants, ou est-ce que c'est structurel? Ça peut être l'une ou l'autre. Ok, on passe au suivant. Alors, vous savez que violence dans le couple a plusieurs formes, exactement comme maltraitance physique des enfants. Maltraitance des enfants a plusieurs formes. Et les colonnes vertébrales, c'est les violences psychologiques. Et dans les violences psychologiques, l'enfant va être exposé à toutes ces communications paradoxales concernant la victime, ainsi que cet modèle vertical de la relation. Je comprends que dalle, si vous me parlez de relations démocratiques, de négociations, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, il va affecter l'enfant par rapport à sa posture après, en tant que négociateur ou négociatrice, et sa posture relationnelle. Mais ça va aussi affecter l'enfant par rapport à accepter des cadres éducatifs mis en place par les parents victimes. Je peux aimer les parents victimes, je peux l'apprécier, mais je ne la respecte pas. Parce que ce que j'ai entendu toujours dans les communications paradoxales, c'est quoi qu'elle fasse, c'est pas bon. Elle prend toujours la mauvaise décision. Donc, si elle me dit que c'est le droit de me coucher, ou d'éteindre les switches, ou de me laver les dents, pourquoi est-ce qu'il faut que je l'écoute? Elle prend toujours la mauvaise décision. C'est ça que j'ai toujours entendu de la part de l'autre parent. Donc, on peut observer que pour certains de ces enfants, ils ont beaucoup de mal à accepter un cadre éducatif mis en place par la victime. Et pour la victime, il y a des choses qui peuvent entrer là-dedans aussi. Il se peut qu'elle est déprimée, il se peut qu'elle est un peu amorphe, il se peut qu'il y a des autres problématiques, donc elle a du mal à mettre du cadre. Mais on a aussi des variables que quand il tente de mettre du cadre, l'enfant juste fait rigolonner. Donc, on va imaginer qu'on est dans une situation de violence dans le couple, on va faire un entretien parental-infantile, et l'enfant, là, est en train d'escalader les rideaux, on regarde la victime, on dit, vous pouvez lui dire d'arrêter, elle lui dit d'arrêter, et l'enfant juste continue de faire ce qu'il est en train de faire. Et on peut imaginer qu'on a les parents auteurs, et on se regarde, et on se dit, tiens, et on va tenter les parents auteurs. Les parents auteurs disent à l'enfant, tu arrêtes, et l'enfant arrête. Bien sûr que l'enfant arrête quand le parent auteur a dit, parce que l'enfant a compris que les parents auteurs peuvent être flippantes si on va contre ce que le parent auteur veut. Donc la difficulté là, c'est si nous, on n'a pas fait un diagnostic différentiel, on n'a pas compris que c'est violence dans les couples, ou pire, on a compris que c'est violence dans les couples, mais on dit, on va travailler en coparentalité pour qu'ils soient coéquipiers. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit pire. On risque, nous, de faire une chose paradoxale. On risque d'ajouter paradoxe au paradoxe. Madame, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur monsieur pour que les enfants vous écoutent? Monsieur, est-ce que vous pouvez soutenir madame pour que les enfants la respectent? Ça serait très adapté si on était en conflit de couple. On essaie de travailler pour qu'ils puissent être des coéquipiers. En violence dans le couple, on vient de faire une chose paradoxale. Madame, appuyez-vous sur la personne qui vous disqualifie devant les enfants pour que les enfants vous respectent. Je ne vois pas comment elle peut le faire. Et à l'auteur, on vient lui donner du grain à moudre. Tu vois, même la psy et l'éduc trouvent que tu es nul. Même la psy et l'éduc trouvent que tu fais n'importe quoi. C'est moi qui sais comment faire. On lui donne des éléments supplémentaires. Donc encore l'importance pour vous de faire la distinction des diagnostics différentiels. Est-ce que c'est conflit ou violence? Parce que tous les mouvements que vous allez faire en coparentalité, qui sont très adaptés en conflit de couple, jusqu'à quel point on peut le rendre des coéquipiers parentaux, vont être paradoxales et contre-productives en violence dans le couple. Si on peut passer.
Ok. Violence verbale et physique sont clairement des éléments qui vont créer les troubles post-traumatiques, troubles dissociatifs, toutes les modifications physiologiques. Mais ils peuvent aussi venir participer en banalisation de violence. Alors, la victime peut le faire, la banalisation de violence. Parfois, elle va faire ce que j'appelle une protection maladroite et essayer de dire que ce n'est pas si grave que ça pour que l'enfant ne soit pas impacté ou pour que la relation avec les parents autour ne soit pas impactée. Oui, c'était un petit coup, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Alors, oui, il est un peu énervé, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Elle banalise. L'auteur peut le faire. Et oui, j'ai dit que j'allais jeter ta mère par la fenêtre, mais je ne l'ai pas fait. On ne peut même pas parler dans cette banalisation. Et nous-mêmes, on peut banaliser. Quand on dit aux enfants, et je l'ai fait dans le passé, donc je vais faire mon meilleur pas, ne t'inquiète pas, c'est déjà une phase de banalisation. Ça ne concerne que les grands, ça ne te concerne pas. On l'a tous fait, donc je ne suis pas en train de vous jeter une bombe. Quand vous le dites, dans une situation de violence dans le couple, vous banalisez malgré votre bonne intention. Je comprends que votre intention, c'est séparer l'enfant du problème dans le couple. Mais c'est des enfants qui sont dedans, ils sont aux premières loges, ils ont déjà pigé que 3/4 de passage à l'acte sont liés à eux. Donc ils se sentent coupables. Je pense que ce que c'est adapté de dire, c'est ce que tu me racontes sont des choses importantes. Je me demande si, ou ça me semble que, ou voilà, la manière que vous le tournez, que ce qui se passe, ça s'appelle la violence, et parent A n'a pas le droit de faire ça à parent B, et je vais réfléchir comment pouvoir t'aider, aider ta famille. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être des séances en fuse sur le moment. Vous pouvez aller après parler avec vos collègues et dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait ?» Les gamins viennent de me raconter des scènes de violence complètement flippantes du père, par exemple, sur la mère. Et je pense que ces violences dans le couple, il faut les connoter comme c'est quelque chose de grave. Et ça s'appelle la violence. Et pas de dire « Ne t'inquiète pas », parce que « Ne t'inquiète pas », vous êtes en train de banaliser. C'est un enfant qui est en train de se traiter de hormones de stress, a vu quelque chose de flippant. Si vous dites « Ne t'inquiète pas », vous venez banaliser ça. Et plus c'est banalisé pour l'enfant, plus on a un risque que son radar de peur ne fonctionne plus. Parce que ce qu'il ressent, c'est la peur. La peur, c'est utile. La peur me dit, il est en situation de danger, il faut que je me protège. Si vous banalisez ça, les radars de peur ne vont plus fonctionner. Donc, il ne faut pas se leurrer que ça ne va pas participer à l'idée que l'enfant va avoir du mal à distinguer des situations de danger à des situations normales. Donc, augmentation des risques aussi de mise en danger pour l'enfant. Donc, ce n'est pas une question de dire je prends des parties pour un parent contre un autre, c'est plutôt une question de dire ce que tu me racontes sont des choses importantes ou sont des choses graves, ou utiliser les éléments de langage que vous voulez. Je me demande s'il y a la violence, ou ça me semble être la violence. Tu sais, parent A n'a pas le droit de faire ça à parent B. Je vais réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit en sécurité. Sur ça, je ne pense pas que vous pouvez louper sur celle-là. Okay. Suivante. Alors, j'ai une autre que j'ai oublié de dire. Et violences sexuelles sont très courantes dans violence dans le couple. L'auteur ne peut pas accepter la différenciation de la victime ou non de la part de la victime, qui a autre envie ou notre point de vue. Donc, ils ne sont pas saucissonnés, les auteurs. C'est des personnes avec un fonctionnement global. Donc, il n'y a aucune raison de penser que parce que là, on parle de la sexualité, que l'auteur va dire « Ah, ok, elle n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel » ou « Ah, ok, elle n'a pas envie de faire cet acte sexuel. » Donc là, comme c'est sur les sexes, je peux accepter les noms. Ça me semble illusoire. Donc, on va voir qu'il y a souvent des violences sexuelles dans les violences dans le couple qui peuvent, être difficiles pour les victimes à les identifier en tant que telles. Parfois, elles les identifient. Et ça peut donner plein de choses pour les enfants. Une, c'est la question des enfants qui sont conçus lors d'un viol conjugal. Et pour les collègues, par exemple, le PMI, qui ont suivi les grossesses, c'est une grande question. Quelle est la relation que la mère va créer avec l'enfant ou l'enfant à naître si l'enfant est issu d'un viol?
Parfois, il y a des victimes qui passent au-dessus de ça et séparent l'enfant du contexte de sa conception. Parfois, non. Et ça peut impliquer un rejet de l'enfant. On peut voir des enfants aussi qui sont exposés à des actes sexuels ou des comportements sexuels inadaptés. Et je pense à des situations où la famille habite dans un petit logement, peut-être un studio, et l'auteur veut un rapport sexuel, je sais pas, il est 14 heures de l'après-midi, et ils sont dans un tout petit logement. Les victimes vont souvent entrer sur une logique de qu'est-ce qui est moins pire. Est-ce qu'il faut mieux que je m'exécute? Parce qu'autrement, il va être plus énervé et donc il pourrait y avoir des autres formes de violence qui vont être stressantes et traumatisantes pour les enfants. Mais en même temps, si je m'exécute, comment je fais par rapport aux enfants? Et parfois, donc, les enfants vont être témoins visuels à des actes sexuels, inadaptés par rapport à leur âge, inadaptés par rapport à où ça se passe, comment ça se passe, et où ils racontent à l'AS de l'école ou à une enseignante, lundi, j'ai vu, oui, ok, IP, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, il y a toute une question sur le valeur de l'IP. Peut-être la victime est à côté de la plaque, ça peut arriver. Et peut-être cette violence conjugale, elle était sur cette logique de qu'est-ce qui est moins pire. Elle doit choisir les moins mauvaises options en tentant de créer une protection. Donc les motifs, c'est différent et donc c'est une manière de les travailler qui est différente. Et en violence sexuelle, je ne l'ai plus là-dedans parce que je ne sais pas où l'inclure autrement. J'ai plein de choses aussi autour de l'allaitement. Alors, des victimes qui vont arrêter d'allaiter, pas parce qu'elles ont envie d'arrêter d'allaiter, mais parce que quand elles allaitent, il faut que ça leur empêche d'être disponible pour répondre aux demandes, les soins, les présences vis-à-vis de l'agresseur. Quelqu'un ici a allaité un bébé, vous savez, vous allaitez, et le bébé n'est pas calé aussi rapidement, donc il va être demandeur de nouveau. Donc, on est là en train de bouger le bébé, on s'occupe du bébé, etc., parce qu'on attend le moment de la prochaine tétée, qu'on la PMI nous a dit. Mais si on donne une biberon, le bébé est calé et dort. Donc, on est disponible pour des autres choses. Donc, ça, c'est une question très intéressante, je trouve, en PMI. Si vous avez des dames, comment vous avez décidé d'arrêter d'allaiter, ou quand est-ce que vous pensez arrêter, pour quelles raisons, pour quel motif. Si la dame vous dit pour être plus disponible pour monsieur, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est violence conjugale, mais moi j'avais un clignotant en rouge dans ma tête. Pourquoi il faut être disponible pour lui? Et une autre sur l'allaitement, j'ai eu des situations aussi sur des dames où monsieur avait déjà décrété que l'allaitement ne va pas avoir lieu. Et un monsieur, c'est assez représentatif, qui avait dit « tes seins sont pour moi, ne sont pas pour le bébé ». Et donc, cette dame avait accouché et monsieur l'avait bandée et pour qu'elle ne puisse pas allaiter le bébé ou donner ses premières tétées, le colostrum, tout ça. Donc, la sage-femme, les pueurs, les médecins, vous les imaginez dans la visite dans la chambre avec madame bandée, et donc madame, pourquoi vous êtes bandée comme ça? Donc elle raconte pourquoi. Tous les mots clignotants, violence conjugale, ils ont commencé à organiser des choses pour qu'elles puissent parler avec des professionnels l'équivalent de savoir-femme pour venir. Mais on avait un problème parce que dans l'urgence, monsieur allait venir pour des visites dans 1 heure. Donc, les collègues lui proposent. On peut vous demander, elle voulait donner une tétée aux enfants, au bébé. On peut vous demander. Mais la dame disait, oui, mais il faut me rebander à l'identique, sinon il va devenir fou. Donc, l'infirmière dit, je peux vous bander de nouveau exactement pareil. Donc, ils le font. Elle donne le tété au bébé, il va répondre. Monsieur arrive pour la visite. La première chose qu'il fait, c'est vérifier le pansement. Il doit avoir un micro-truc qui a bougé, contrôle et maîtrise. Il a vu scène des violences énormes dans la chambre de l'hôpital, intervention de police, etc. Bon, cette dame va se trouver en sécurité après avec son enfant, mais on arrive aussi avec le contrôle du corps autour de l'allaitement. Et la dernière, sur l'allaitement, c'est la question aussi des éventuels viols lors des allaitements. Alors, celle-là, elle est glauque. Donc,
Une dame qui me raconte une histoire, et moi je pose généralement aux dames des questions autour de l'allaitement, comment vous avez allaité, pas allaité, comment vous avez décidé. Je ne suis pas en train de suggérer des choses, je pose une question très ouverte et je vois qu'est-ce qui vient. Et plusieurs dames qui me racontent les mêmes choses, et qu'elles donnent, elles allaitent les bébés. Parfois on est assise, parfois on est allongé. Et que monsieur, à ce moment-là, sans doute sur un mode de jalousie par rapport à les liens entre la dame et le bébé, veut maintenant un rapport sexuel. Donc, va pénétrer madame pendant qu'elle allait le bébé. Donc, là, on arrive à qu'est-ce qui est moins pire, que c'est souvent dans lequel les victimes vont se trouver, qu'est-ce qui est moins pire. Est-ce que je retire le bébé du sein parce qu'il est en train de me violer et j'essaie de me lever, partir ou je ne sais pas quoi? Si vous avez déjà retiré un bébé du sein qui est en train d'allaiter, c'est la 4e guerre mondiale, le bébé n'est pas bien. Et ce stress des bébés qui hurlent peut activer l'agresseur autant plus par rapport à la gestion de la frustration. Ou est-ce que je laisse le bébé au sein pendant que je suis violée et j'attends que ça passe? Quoi qu'elle fasse, c'est pas bon. C'est pas bon. Elle est dans une situation impossible. Si quelqu'un a une idée comment elle peut faire, vous pouvez le noter quelque part, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte. Et ce que ces dames me disent, c'est que par la suite, l'allaitement devient compliqué pour elles, soit parce qu'elle est associée à un autre événement traumatique, donc la violence sexuelle, soit parce qu'elles ont une baisse, les collègues doivent comprendre mieux que moi pourquoi, il y a une baisse sur la qualité du lait ou sur la production du lait, parce qu'elles sont très stressées, donc elles arrêtent d'allaiter. Donc, tout ça sur la question concernant l'allaitement. OK. Et non, je suis toujours sur ça. Violence économique et administrative, très courant, violence dans le couple, il y a plein de formats différentes. Mais ce que l'enfant va intégrer, c'est que si je veux quelque chose, si j'ai besoin d'une signature pour aller en classe de mère, il faut que ça passe par l'agresseur, qui peut mettre une veto et il faut qu'il donne son accord. On revient sur l'histoire d'autorité parentale conjointe. Donc, ça peut donner plusieurs choses chez les enfants. Une, c'est les enfants pourraient faire une identification avec l'agresseur. C'est la position la plus protégée. C'est l'agresseur qui s'en sort mieux dans la situation. Donc, je deviens comme lui, parce que ça va être la posture plus protégée. Et donc, je m'identifie avec la position haute par rapport à cette échelle verticale ou dictatoriale. L'autre, c'est que l'enfant peut être pas très bien sur la posture haute, mais c'est dit, mon salut dépend de l'agresseur. Donc, je pourrais faire un autre mouvement que c'est alliance avec l'agresseur, je deviens son meilleur ami. Je vais toujours dans son sens, il veut quelque chose, je le fais. Et s'il me demande de dire que maman est une horrible personne, et j'ai des situations où les enfants ont pu dire et aux collègues en protection de l'enfance, oui, c'est maman elle-même qui s'est étranglée, parce que, et après il peut dire, papa m'a dit de dire ça. Et, ok, donc il le ferme parce que l'idée c'est que c'est lui qui gagne toujours. Donc c'est un peu la même logique en alliance avec l'agresseur, comme l'enfant qui est ami avec quelqu'un qui est un harceleur scolaire et qui va aller toujours dans le sens de harceleur scolaire pour tenter de se protéger de ne pas être harcelé lui-même. C'est la même logique là-dedans. Et donc ça peut amener l'enfant à être dans une posture de coalition avec l'agresseur contre la victime. C'est une possibilité. Et on a aussi les violences et les cybersurveillances. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus la peine de suivre la victime dans les buissons. Vous pouvez être tranquillement sur votre canapé à suivre la victime avec plein d'appui. Et donc, les enfants vont être impliqués dedans. Une, c'est les AirTags. Ah, c'est parti. Je commence à appliquer. Les chips pour suivre, trouver où est ma valise ou ma voiture. Comment ça s'appelle? Les trackers. Les trackers. Okay. Les auteurs aiment bien des trackers. Vous imaginez contrôle, maîtrise des trackers. Donc, ça peut être évidemment dans les affaires de la victime, c'est la vie commune, et elle a pris son véhicule, elle est allée à 122 avenue Charles de Gaulle, il y a toujours une avenue Charles de Gaulle. Et qu'est-ce qu'il y a à 122 avenue Charles de Gaulle? Ah, il y a savoir-femme. Et c'est quoi ça, un savoir-femme? Donc, ça va augmenter la dangerosité.
Et ça peut être aussi dans les affaires des enfants après la séparation. On va imaginer qu'il y a un DVH ou une visite en espace rencontre. Il y a des collègues d'espace rencontre? Non? Oui, ok, espace rencontre. En espace rencontre. Et donc, DVH, et ça peut être, je les mets dans une chose un peu mal classée. Chez l'enfant, il faut juste un petit truc. Vous savez, quand vous sortez les trackers de son boîtier, c'est la taille d'une carte SIM, c'est minuscule. Donc, je peux les mettre dans ses affaires scolaires, dans ses vêtements, dans ses chaussures, je peux les mettre dans plein d'endroits. Et donc, quand l'enfant rentre au domicile, si par exemple l'adresse était secrète, tout ce que j'ai à faire, c'est me brancher sur le programme, je trouve où est le tracker, donc j'ai l'adresse exacte. Et j'ai des collègues à Lyon qui m'ont parlé, c'est la police à Lyon, qui m'ont parlé du fait qu'ils avaient tout un problème sur les trackers, sur la poussette canne en espace rencontre. Et vous savez, à un moment donné, en espace rencontre, généralement, les parents visiteurs peuvent sortir avec les enfants. Donc, ils vont à Quick, au McDo, au parc, je sais pas. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la manette de la poussette canne, jeter les trackers dedans, la fermer. Après, le poussette canne retourne à l'espace rencontre et les parents hébergeants peuvent récupérer les enfants avec la poussette canne. Ah, mais la poussette canne fait toujours du bruit en plus, donc on ne va pas entendre qu'il y a du tracker et à minuit, l'auteur se branche et va voir où se trouve la poussette canne, donc à l'adresse exacte. Et on a l'utilisation aussi de la maison connectée et des enfants qui vont nous raconter que pendant ou après la séparation, et l'auteur a coupé les chauffages. Donc, on n'a pas de l'eau chaude qui est entre 4h et 5h du matin parce que l'auteur est énervé contre la victime et va couper l'eau chaude jusqu'à ce que maman fait ce qu'il veut. Ou qu'après la séparation, il peut fermer les volets, ouvrir les volets, mettre la musique en route, et éteindre les fours, et éteindre les chauffages. Il n'est même pas là, il est tout puissant. Donc vous voyez comment pour les enfants, ça peut se jouer sur l'idée, peut-être il faut mieux être comme lui ou être son meilleur ami. Et aussi les programmes et les piratages. Que les auteurs aiment le programme de piratage. Celle qui est le plus vendue en France s'appelle M-Spy. M comme Marie, est-ce que Suzanne, P comme Priscilla, Y comme Isole, vous pouvez les chercher sur Internet. Il y a des autres aussi. Celle-là coûte environ 39 €. Et vous avez en ligne 24 heures sur 24 pour vous aider à l'installation. Si vous avez accès à l'appareil de votre cible, si vous n'avez pas accès, vous pouvez avoir un hacker. Vous pouvez les trouver sur le Darknet. Ça coûte environ 100 € qui va envoyer une mail à la victime, à la cible. C'est les mails des Darty que vous ouvrez, vous vous rendez compte que ce n'est pas Darty. Et donc, le programme va entrer là-dedans, ou ça peut être que l'auteur va envoyer une mail à la victime avec une pièce jointe, une photo des enfants, une facture, je ne sais pas quoi, et le programme est dans la pièce jointe. Donc, le moment qu'elle ouvre, le programme s'installe. Quand ces programmes s'installent, vous n'allez pas les voir que le programme s'installe. Il faut vraiment être informaticien pour avoir une idée. Et une fois que l'auteur est dedans, il est dans le cyberespace de la victime. Donc, il va avoir accès à tout. Ses géolocalisations sur les dernières 24 heures, toutes ces applications, donc la CAF avec les mots de passe, la banque avec les mots de passe, et sa messagerie, ses réseaux sociaux, et les emails. Et c'est toute une difficulté aussi si la victime est en train de communiquer avec son avocat par courriel et envoyer des pièces jointes, parce que ça veut dire que l'auteur a connaissance de quelle est la stratégie judiciaire et maintenant peut s'ajuster. Il peut aussi commencer à effacer des pièces qui sont présentes sur les emails, sur les messages, etc. Une raison de l'importance d'uploader ou downloader toutes les informations que la victime va avoir, qu'elle va utiliser dans la procédure judiciaire sur le site MemoDB, que peut-être tout le monde connaît, le site du ministère de Justice, qui c'est une cloud sécurisée. Donc, si ça disparaît sur son appareil, c'est pas grave, c'est un MemoDB. Mais aussi, toute une implication de comment communiquer avec l'avocat de façon sécurisée. Je sais, pour le moment,
j'ai beaucoup d'avocats qui me disent qu'ils ou elles utilisent l'application Signal ou Telegram parce qu'ils seront plus difficiles à hacker, pirater pour le moment. Donc c'est toute une question d'une cybersécurité pour la victime. Et pour les enfants, qu'est-ce que ça implique? On pourrait avoir une visite. Et l'auteur pourrait dire aux enfants, ah, donc je sais que tu es allé à la montagne. Ok, mais vous allez tous à la montagne ici. On a un endroit plus différent ici. Un truc spécial ici, où on ne va pas tout le temps. Ok, jusqu'à Paris, Disneyland Paris. Vous dites, ah, donc tu es allé à Disneyland le week-end dernier. Je sais plus, tu avais des chapeaux de Mickey, tu as mangé un gaufre, il y avait Tati Marie, et tonton Jojo, il y avait maman, il y avait un monsieur. Et comment est-ce qu'il sait? Il sait parce qu'il a vu, parce qu'il a hacké, il a vu qu'elle a acheté des billets SNCF, il a vu qu'elle a acheté des entrées à Disney, il a vu les photos, il a vu les géolocalisations, il a eu accès à tout ça. Et donc, ça va m'intéresser aussi beaucoup qui est monsieur qui était là aussi, parce que souvent il y a une jalousie pathologique. Et pour l'enfant, ça peut être, mais comment tu sais? Comment tu sais tout ça? Bah, je sais parce que je suis ton papa et je sais tout. J'ai mes positions comme tout puissante. Et c'est sur cette posture de toute puissance qu'on a en prise l'identification alliance avec la nation.